le 17 juin 1986. Un automobiliste qui roulait sur l'autoroute 97 à Klamath Falls, dans l'Oregon, remarqua quelque chose au bord de la route. C'était un sac de couchage encore en bon état. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva des objets qui semblaient tachés de sang. Inquiet, l'homme recueillit les objets pour les apporter au service de police d'État de l'Oregon à Klamath Falls. Les détectives commencèrent à fouiller le sac de couchage. Il y avait des vêtements, une paire de chaussures de course blanches, un sac à main et des serviettes de table en papier vert sur lesquelles était collé du ruban adhésif. Tout semblait taché de sang. Dans le sac à main, les enquêteurs trouvèrent les pièces d'identité d'une certaine Carrie Love, âgée de 20 ans. Pour le détective Kenneth Cooper, tout cela laissait entendre qu'un homicide avait été commis. Il n'y avait aucun doute. La femme avait disparu. Cela pouvait être un cas d'homicide à cause de tout le sang sur les chaussures de course et dans le sac de couchage. Il y avait aussi plusieurs épaisseurs d'essuie-tout et du ruban adhésif. Quand j'ai commencé à ouvrir le tas d'essuie-tout, j'ai remarqué qu'il avait la forme de ce qui semblait être un nez et un menton. Les essuie-tout avaient servi à recouvrir un visage. D'autres effets trouvés dans le sac à main de Carrie Love indiquaient qu'elle travaillait pour une entreprise de camionnage appelée Northern Star. L'entreprise était basée à Seattle, dans l'État de Washington, soit à plus de 600 km de là. Les enquêteurs contactèrent les responsables de l'entreprise et apprirent que Carrie était partie depuis peu pour Los Angeles lors d'un voyage d'affaires avec le propriétaire de l'entreprise, Jesse Pratt, âgé de 42 ans. Ils étaient à bord d'un camion semi-remorque. Klamath Falls se trouvait sur leur route. Cette information, ajoutée aux effets personnels tachés de sang, faisait craindre le pire aux enquêteurs. Ils retournèrent au bord de l'autoroute 97 et continuèrent les recherches. 3 heures de fouilles ne donnèrent pas les résultats escomptés. L'autoroute se prolongeait à perte de vue et il y avait des dizaines d'aires de repos. Le corps de Carrie Love pouvait se trouver n'importe où. C'est alors que le détective Cooper se rappela l'existence d'une aire de repos plus isolée que les autres, l'aire Chelmut. Il n'y a pas de service à cet endroit, ni aucun éclairage. L'aire est située derrière un écran de végétation. C'est complètement isolé. La nuit, c'est très sombre. C'était l'endroit idéal pour abandonner un corps et le dissimuler sous le gravier. Quand Cooper arriva sur les lieux, il comprit immédiatement que son intuition ne l'avait pas trompé. Partiellement caché sous un tas de gravier se trouvait le cadavre d'une jeune femme. Pour les enquêteurs, il n'y avait pas de doute possible. C'était le corps de Carrie Love. Les indices indiquaient qu'elle avait connu une mort violente. On l'avait poignardée à maintes reprises. Sa tête et son torse avaient été écrasés par un poids lourd. Certaines blessures à son bras ressemblaient à des traces de pneus. Les experts notèrent méticuleusement l'emplacement du corps et recueillirent tous les indices disponibles. La violence infligée à cette jeune femme ne faisait qu'amplifier la détermination du détective Kenneth Cooper de retrouver son meurtrier. Quand on tombe sur un cas aussi grave, c'est difficile de ne pas s'impliquer personnellement. Il est crucial de respecter la procédure. Parce que si on fait la moindre erreur, on peut perdre en cours. On ne peut pas se le permettre. Dans un cas comme celui-là, nous représentons la victime. C'est nous qui allons la défendre en cours, parce qu'elle n'est plus là pour le faire. Lors de l'autopsie, le médecin légiste constata que Carrie avait été asphyxiée, puis poignardée à 12 reprises avant d'être écrasée. Les blessures infligées à sa poitrine avaient été causées par un pic à glace ou une aiguille à tricoter. On l'avait également violée. Malheureusement, on ne put recueillir aucun fluide biologique. En plus des traces de pneus, les seuls indices pouvant aider à identifier le meurtrier étaient quelques fibres de coton rouge trouvées dans les mains de la victime. Quand le petit ami de Carrie apprit qu'elle avait été tuée, il se rendit au poste de police de sa ville. Il croyait que le patron de Carrie, Jesse Pratt, était impliqué dans l'affaire. Il déclara que Pratt semblait obsédé par Carrie. 1 mois plus tôt, Carrie et lui assistaient à leur bal de graduation. En quittant les lieux, il avait aperçu Jesse Pratt, assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue, qui les observait. Le petit ami de Carrie déclara qu'il l'avait vu pour la dernière fois au moment de son départ avec Pratt en direction de Los Angeles. C'était 2 jours avant la découverte du corps de la jeune femme en Oregon. Les policiers de Seattle tentaient de localiser Jesse Pratt, la dernière personne à avoir vu Carrie Love en vie.
La réceptionniste de l'entreprise de camionnage n'avait pas eu de nouvelles de son patron depuis son départ pour Los Angeles quelques jours plus tôt. Pendant qu'un enquêteur l'interrogeait, elle reçut un appel. Jesse Pratt était au bout du fil. Il semblait impatient de coopérer avec la police. Il déclara que Carrie et lui étaient partis de Seattle ensemble le 16 juin. Mais une heure après leur départ, elle lui avait dit qu'elle avait changé d'idée. Elle désirait se rendre à Los Angeles en avion. Il croyait qu'elle était mal à l'aise avec lui depuis qu'ils avaient eu une relation sexuelle d'un commun accord. Pratt ajouta qu'il l'avait conduite à l'aéroport de Seattle et qu'il avait poursuivi sa route seul vers Los Angeles. Au moment de son appel, il était à Phoenix, en Arizona, où il effectuait une livraison, mais devait rentrer à Seattle le lendemain. Les policiers n'étaient pas disposés à attendre. On fit diffuser un message à toutes les unités policières pour qu'on arrête son camion. Quelques heures plus tard, des patrouilleurs près de Phoenix repérèrent le camion semi-remorque. Comme le permis de conduire de Jesse Pratt n'était pas en règle, on le mit en détention. Son camion fut remorqué à la fourrière pour subir un examen en règle. Les enquêteurs de l'Oregon prirent l'avion pour l'Arizona pour interroger Pratt. À leur arrivée, toutefois, Pratt avait engagé un avocat et ce dernier lui avait recommandé de ne répondre à aucune question. Il déclara qu'il n'avait rien à cacher et consentit à donner à la police son t-shirt rouge pour analyse. Pendant qu'il l'ôtait, les détectives remarquèrent de nombreuses égratignures suspectes sur sa cage thoracique. On les photographia. Les policiers croyaient qu'il s'était blessé en maîtrisant la jeune femme. Ils fouillèrent son camion pour y trouver des traces de lutte. Dans la cabine, ils trouvèrent un porte-documents, du ruban adhésif et un rouleau encore neuf d'essuie-tout vert, semblable au papier trouvé avec les effets personnels de la victime en bordure de l'autoroute 97. Les experts légistes examinèrent également les pneus du camion de Pratt. Bien que les sculptures des pneus ne fussent pas semblables aux marques laissées sur les bras de la victime, on les démonta pour les conserver à titre d'indice. Pour le sergent détective Richard Stroop de la police de l'Oregon, la fouille du camion de Pratt n'avait pas permis de trouver des preuves de sa culpabilité. Fait intéressant, le camion en lui-même ne nous a pas donné de preuves significatives. À mon sens, ce fait en tant que tel était révélateur. Il était évident qu'on l'avait nettoyé. Il n'y avait pas une tache. Nous n'avons trouvé aucun indice dans le véhicule. Pourtant, on aurait dû y trouver quelque chose. À n'en pas douter, Jesse Pratt avait nettoyé son camion méticuleusement. On examina ensuite le contenu de son porte-documents. Un indice pouvait se révéler important. C'était un reçu d'essence d'une station-service située à 160 km au sud de l'aéroport de Seattle. Le reçu datait du 16 juin au soir, soit 2 jours avant la découverte du corps de Carrie Love. Peut-être qu'un employé se rappellerait avoir vu Pratt. On montra plusieurs photos à l'employé qui travaillait au cours de cette soirée en lui demandant si l'une des personnes lui paraissait familière. Sans hésitation, il identifia Jesse Pratt. Il avait été frappé de voir le couple mal assorti formé par Pratt, dont l'apparence était négligée, en compagnie de la jolie jeune femme qui voyageait avec lui. Il s'était arrêté pour faire le plein. La jeune femme avait demandé si elle pouvait utiliser la toilette, mais le conducteur semblait pressé et lui avait crié de se dépêcher. L'employé se rappelait avoir été étonné par ce couple bizarre. On lui demanda ensuite d'identifier la jeune femme qui voyageait avec Pratt. Il identifia aisément Carrie Love. Ainsi, Pratt n'avait pas laissé Carrie à l'aéroport tel qu'il l'avait déclaré à la police. Il avait donc menti. Au laboratoire, les experts comparèrent les fibres du t-shirt rouge de Pratt à celles trouvées dans les mains de Carrie Love lors de son autopsie. Leur forme, leur couleur et leur texture étaient identiques.
Bien que la majorité des preuves fussent indirectes, le jury trouva Jesse Pratt coupable de meurtre au premier degré. Mais cette affaire était loin d'être terminée. En janvier 1990, sa condamnation fut annulée en appel et l'on ordonna la tenue d'un nouveau procès. Les policiers de l'Oregon ne perdirent pas une seconde pour se préparer. Ils étaient résolus à présenter au nouveau jury un dossier à toute épreuve. La meilleure façon d'y parvenir était de prouver que les étranges blessures au bras de la victime provenaient d'un des pneus du camion de Pratt. On envoya les photographies des blessures de Carrie Love, de même que les empreintes des pneus, à l'expert Pete McDonald à Hudson, dans l'Ohio. D'abord, il confirma que les blessures de la victime avaient bel et bien été infligées par un pneu. Ce n'était cependant pas les sculptures sur le pourtour du pneu qui les avaient causées. Les marques sur le bras de la victime, qui ressemblaient à des lignes droites, provenaient des sculptures situées sur le flanc du pneu. Les lignes étaient toutes de même forme et de même dimension, sauf une. Pour McDonald, c'était là le signe que le pneu avait été rechappé. La contusion sur le bras de la victime représentait l'endroit exact où le pneu avait été rechappé. Pour compléter son analyse, il se rendit au laboratoire judiciaire de l'Oregon pour voir l'indice de plus près. Après avoir examiné les sculptures sur chacun des 18 pneus du camion, McDonald en conclut que le pneu arrière de droite, qui avait été rechappé, était celui qui avait probablement causé les blessures sur le bras de Carrie. À l'aide de papier carbone, il fit un décalque du pneu, créant ainsi une reproduction qui pourrait servir de base à une comparaison subséquente. McDonald mesura les dimensions exactes des lignes de ce pneu et les compara aux photos des blessures. Les dimensions étaient les mêmes. Ensuite, il fabriqua une maquette pour que le nouveau jury puisse voir comment un camion semi-remorque pouvait avoir écrasé une personne avec un seul pneu. J'ai reproduit le corps de la victime à l'échelle, de même que le semi-remorque. Puis, j'ai déplacé le camion. Comme on peut le voir, seul le pneu arrière laisse la marque. On voit que le flanc intérieur du pneu passe sur la partie intérieure du bras de la victime. Les policiers croient que lorsque Pratt et Carrie sont arrivés à Klamath Falls dans l'Ohio, en route vers Los Angeles, Pratt s'est arrêté dans une aire de repos et il a fait des propositions sexuelles à la jeune femme. Quand il a vu qu'elle lui résistait, il l'a violée et tuée. Il l'a ensuite enterrée dans le gravier et écrasée à l'aide de son camion. Le jury a trouvé Jesse Pratt coupable d'agression sexuelle grave et de meurtre. Le 16 avril 1991, il a été condamné à mort par injection. Toutes ses tentatives d'appel subséquentes lui ont été refusées.